Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence comme d'habitude avec les nouvelles. Alors, nous avons demain une réunion qui se passe au Salvador regroupant 32 banques centrales et 12 institutions financières regroupant 44 pays. Alors les 44 pays sont majoritairement des pays en voie de développement ou avec des problématiques monétaires. Et justement, le but de cette réunion au Salvador, je pense que vous vous en doutez, si on en parle dans cette émission et que ça se passe au Salvador, c'est que c'est pour parler tout simplement de digital economy, de Bitcoin principalement, et les bénéfices qu'il peut en avoir pour un pays, et notamment pour celui du Salvador. Donc globalement, le Salvador se fait comme étant une preuve du concept d'adopter le BTC et les avantages positifs ou négatifs, mais je pense qu'ils vont valoriser vraiment les positifs, sur notamment des pays en voie de développement. Il est vrai que avec des monnaies faibles, il est très intéressant d'avoir la possibilité de le backer ou d'avoir à côté du BTC pour pouvoir le valider justement l'économie. Et donc, il est intéressant de voir qu'il y a quand même pas mal de pays qui sont intéressés, et il faudra essayer de récupérer, notamment, je vais essayer de le faire pour les prochaines quotidiennes dès que j'arrive à l'avoir, notamment s'il y a de la documentation sur ce qui a été présenté, les retours des personnes par rapport à ça. Il est possible que d'ailleurs, dans l'année à venir, on puisse avoir d'autres pays qui, justement, valide l'adhésion du BTC comme étant monnaie légale, ou en tout cas une monnaie supplémentaire à leur monnaie existante. Donc ça pourrait être très intéressant de voir la mise en place. Après, la problématique dans les pays en voie de développement, c'est la complexité d'utilisation du BTC à travers tout simplement la mise en place des shops, etc. Comment il se crée un wallet, sur quel support. Après, c'est les mêmes problématiques que le Salvador a rencontrées et rencontre encore aujourd'hui, donc je pense qu'il y aura un bon retour dessus, mais c'est vrai que, bon, est-ce que c'est si gênant que ça de créer un wallet? Est-ce que c'est plus simple de créer un wallet que d'ouvrir un compte? À savoir que dans la majorité des pays en voie de développement, la majorité de la population n'a pas de compte bancaire, ou en tout cas instauré de cette façon, où il peut avoir un par village, ou des fois un par famille, et créer un wallet est peut-être certainement plus simple dans l'utilisation globale, à voir justement ce qu'il en ressent, et ça peut être justement une très très bonne chose. On continue les nouvelles avec justement cette chute démentielle de Luna et de l'UST qui nous a entraîné fortement la semaine dernière. Je vous ai fait des vidéos ce week-end pour expliquer un petit peu la situation. Nous avons justement quasiment tous les exchanges qui ont réouvert le Luna, que ce soit au dépôt, au retrait et au trading, et notamment crypto.com qui était un petit peu, je n'allais pas dire le dernier, mais un des derniers. Et qui a une particularité, c'est que globalement, on m'a remonté et j'ai validé que c'était bien le cas, qu'au moment du crash, en fait, toutes les personnes qui avaient revendu en fait leur Luna se sont vues annuler la vente. Donc les UST qu'ils avaient récupérés, les USDT qu'ils avaient récupérés ont disparu, les Luna sont réapparus avec la cotation actuelle, donc c'est-à-dire 3 fois rien. À savoir que du coup, la raison et que lors de la vente, la chute a été trop grosse, et donc ils ont été incapables de gérer la cotation pour les ventes, et donc toutes les ventes ont été faites avec une erreur de cotation, donc ils sont revenus sur toutes les ventes. Je peux vous dire que c'est un peu compliqué à accepter, et surtout au vu de ce qui se passe, et au vu de ce qui est en train de se passer, parce qu'on va embrayer cette petite transition pour vous amener sur Duno, donc créateur de Terra Luna, qui nous parle de son plan pour repartir. Alors non, on n'est pas dans le même plan que pour sauver l'UST, qui était hop, on lève les mains, on attend que ça se passe, et normalement ça fonctionnera, et on a vu que ça fonctionnait pas. Il a une autre volonté qui s'est passée notamment sur le pool de décision de Terra, qui est de créer un fork pour pouvoir justement repartir avant la chute et avant la soi-disant manipulation. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de cette manipulation. D'accord ? On a des théories, mais il n'y a aucune preuve. Il y a des personnes qui sont en train de travailler dessus, et ça, je suis sûr qu'on arrivera à trouver justement ce qu'il en est, mais il faut laisser le temps par rapport à ça. Mais du coup, voilà, la solution de Duno, c'est faire un fork et globalement attendre que ça se passe et relancer sur une nouvelle machine avec avant justement cette chute.
C'est pas forcément la bonne solution, si vous voulez mon avis, c'est même pas forcément du tout la bonne solution, et d'ailleurs CZ, donc le CEO de Binance, alors bon, il a quand même une grosse dent contre Terra Luna, donc après il faut prendre avec un petit grain de sel, dit aussi que ça ne marchera pas, et je suis d'accord dessus, la notion de cette... de ce fork n'est pas une bonne solution parce que on n'a pas résolu les problématiques réelles de l'UST et de Luna, et que le fork n'est juste que quelque chose qui sera abandonné au fur et à mesure. Par contre, il est évident que Terra Luna a quand même un certain nombre de développeurs, un écosystème fort, et c'est dommage d'abandonner ça. Par contre, repartir sur une autre base n'est pas la bonne solution, et ça, je pense qu'on le prouvera si jamais c'est lancé de cette façon-là. Et en même temps, c'est une partie d'abandon de ceux qui ont essayé de récupérer la chute, de ceux qui sont encore coincés en UST, même si c'est prévu de les dédommager, ça restera quand même minime. Et du coup, il y a toute une schématique qui est en train de se faire avec des personnes qui sont en train de retracer les mouvements des BTC qui ont été effectués, donc les 80 000 BTC, parce que je vous ai expliqué qu'ils avaient disparu. Alors, les retracements qui ont été faits ont montré que la totalité ont été transférés sur Gemini et Binance, mais on ne sait pas s'ils ont été réellement vendus. Duno parle du fait qu'ils sont en train de préparer une explication pour montrer pas à pas comment ça a été effectué, et CZ, donc le CEO de Binance, n'arrête pas de demander justement de voir ces transactions on-chain pour voir ce qu'il en est réellement du BTC, parce qu'au lieu de parler de faire un fork, il serait peut-être intéressant de voir combien il reste de BTC, et surtout comment ça se fait que la vente des BTC, si elle a vraiment eu lieu, parce qu'on ne sait toujours pas, n'a pas entraîné la remontada de l'UST, et comment ça se passe par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir le valider, de voir comment c'est effectué. Alors, du coup, pour terminer ces nouvelles, je vais vous proposer une petite question. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour en discuter, ou même en commentaire. C'est que nous avons un BTC qui est dans les 30 000 à l'heure actuelle. Et ma question, c'est une question que j'ai récupérée sur Twitter, parce que je trouve qu'elle est très intéressante, qui est à l'origine un mème, qui est quel est votre ressenti par rapport aux 30 000 d'aujourd'hui, dans ces débuts de semaine presque ensoleillés partout, par rapport aux 30 000 de la semaine dernière. Moi, je vais vous donner mon avis, c'est que à l'heure actuelle, en effet, je suis beaucoup plus positif sur les 30 000 par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, en effet, le ressenti de 30 000, c'était on va aller au fond. Là, le ressenti de 30 000 est beaucoup plus positif, notamment avec l'arrêt de Terra Luna. Et c'est juste pour marquer à quel point un prix qui est identique, une information qui est identique, en fonction de ce qui se passe à côté, et notre psychologie influe énormément sur notre ressenti. Et c'est, je pense, important de le noter pour comprendre ce qui peut se passer par la suite, et l'impact des émotions et de la psychologie sur notre ressenti, donc du coup sur nos actions, parce que si on est beaucoup plus positif, bah, qu'est-ce qui se passe? On aura tendance à rentrer beaucoup plus en longue, et si on est plus négatif, on aura tendance à favoriser les shorts, et ça c'est même sans forcément s'en rendre compte, et je pense que c'est important de pouvoir le noter. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Alors, on a terminé avec les nouvelles, on va attaquer notamment l'analyse technique, il y a pas mal de choses à voir. Alors, petit rappel habituel, nous sommes dans un schéma Elliottis, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, nous sommes en retracement 4, extension faite de la B, on est en train de faire l'extension de la C. La question c'est est-ce que c'est terminé ou non? Chose qu'on va essayer de répondre un petit peu plus tard. Nous avons ici une schématique Wyckofienne, donc Wyckoff, n'hésitez pas à rejoindre le Discord
pour comprendre ce que c'est, ou chercher tout simplement Wake sur internet, vous allez voir, il y a plein de documentation. BC, AR, ST, le ST prend la liquidité, donc est au-dessus du BC, c'est une réaccumulation, quelque chose qui est bullish. Et là, nous sommes dans le saut qui a pris la liquidité, notamment de l'AR, donc on est bien descendu en dessous de l'AR. Nous avons comblé une partie ici du gap CME qui traînait là, mais pas la totalité, d'accord, on a comblé à peu près 65%, quelque chose comme ça, et il nous reste encore une petite partie qui se trouve en dessous des 24 000. Il est important de noter que lors de cette chute de Terra Luna, nous avons laissé un gap haussier un gap CME, pardon, qui est plus haut, qui est dans les 35 000, donc très important dans cette notion. Nous avons deux gaps, nous sommes entourés de deux gaps qui sont à peu près à distance équivalente entre l'un et l'autre, et c'est ce qui, globalement, va être le sujet de la discussion que l'on va avoir, notamment lors de cette analyse technique. Est-ce qu'on va aller chercher ce gap haussier ou est-ce qu'on va chercher ce gap baissier pour aller plus bas, et c'est ce qu'on va déterminer par la suite. Alors, l'autre chose que je voulais vous noter, c'est par rapport à la clôture de cette bougie, donc hebdomadaire, une clôture qui a été au-dessus notamment du niveau de l'AR. D'accord, donc comme je vous l'ai expliqué, tout simplement sur la dernière vidéo, c'est que si on clôturait plus bas, ça aurait été excessivement bullish, excusez-moi, bearish, et donc là, le fait de clôturer déjà au-dessus, il y a toute une partie de traders qui considèrent ça comme étant un très bon signe, tout simplement de consolidation, et en tout cas qui n'est pas excessivement bearish. Si on avait clôturé en dessous, on aurait eu, je pense, une entrée de semaine qui aurait été beaucoup plus agressive, basse, et ça aurait pu avoir une accélération baissière, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, même si on va en discuter après. Donc, on attaque sur notamment une vision d'une heure pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, mais globalement, on a eu un week-end qui a été assez positif, avec une petite remontée, ce qui est normal avec l'arrêt de Terra Luna, donc l'arrêt de la pression, de la peur, de la death spiral, un arrêt de la congestion aussi, tout simplement des réseaux, un arrêt aussi de la fuite des liquidités, on a eu un repeg de l'USDT, donc ce qui est normal, et ce qui était de toute façon prévisible, et ensuite, ici, nous avons par contre pas de réaction excessivement haussière. Ce qui est important de noter, c'est que nous avons donc cette zone avec un order block qui est très fort en dessous de 36 000, nous avons la zone de liquidité qu'on ira voir tout à l'heure en une heure qui se trouve notamment à 31 000. Mais ce qui est vraiment important à noter, c'est que quand on regarde avec un petit peu de recul sur cette impulsion baissière qui a eu lieu ici, le retracement 1 pour 1 se trouve dans les 24 000, enfin, un petit peu en dessous de 25 000, on va dire 25 000. Si on regarde ici le mouvement baissier, le premier mouvement baissier qui a eu lieu ici, première impulsion suite à, en fait, il y a l'impulsion de l'UT, de la fin de l'UT, et le retest de l'UT, ça nous amène à 24 641. Et si on regarde ici, encore une fois, le mouvement suite tout simplement au retracement qui a été effectué, donc on a ici retracé, redonné une impulsion baissière, donc encore une fois, la première impulsion baissière du mouvement baissier, enfin du deuxième mouvement baissier de ce mouvement baissier entier, nous amène au 3618, à 23 600. Donc on a quand même cet appel de prix très fort que je vous ai noté la dernière fois, qui correspond aussi à la fin du comblement CME, et à une poche de liquidité excessivement forte. On a un renforcement massif de la poche de liquidité qui se trouve ici. D'accord ? Vraiment colossal. Nous avons beaucoup de longues qui se trouvent en dessous des 26 000. Là, on a vraiment beaucoup de longues, et globalement, ça continue à monter. Ça continue à monter, et je vais vous le présenter parce que normalement, on va regarder l'order flow. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors au niveau de l'order flow, déjà ce qui est intéressant de voir, c'est que on reste toujours très bas au niveau du Fair Grid Index, mais on a une incohérence là-dessus, c'est que comme d'habitude, même si on a ça, on a une augmentation des positions des top traders qui se placent majoritairement en longue, et chose que l'on voit de toute façon sur le renforcement des liquidations et des poches de liquidité en dessous des 24 000, donc on a des grosses positions qui sont en train de se monter et qui sont en train de se construire. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien une diminution ici du nombre de portefeuilles qui se trouvent en longue, donc on a la populace, globalement, le reste du monde, donc on ne compare pas les positions, mais on compare le nombre de comptes, peu importe combien ils ouvrent leur position.
on a quand même quelque chose qui est en train de diminuer, on est en train de se diriger doucement vers du 50-50 sur une indécision, donc ce qui est plutôt positif. L'autre chose à noter, c'est que même si on a une augmentation des positions, donc c'est pas non plus drastique, hein, on est qu'à 55%, c'est juste que le graphique en lui-même, je l'ai un peu étiré pour forcer le trait pour que ce soit plus visible, mais néanmoins, on a quand même une augmentation, mais on a une temporisation au niveau de l'open interest. Donc on a moins de leviers qui sont en train de se faire, et c'est positif. Ça, c'est excessif, c'est un premier signe positif pour une hausse, mais aussi ça veut dire qu'on a une augmentation des positions, donc une augmentation des clusters de liquidation. Il est possible que justement on ait une incentive qui se mette en place pour aller en fait augmenter le nombre ici d'open interest pour pouvoir après derrière descendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on regarde ici en 1 heure, si je retrouve mon graphique, voilà, si on retrouve en 1 heure, on pourrait très bien avoir une schématique qui se construise comme ça, avec un petit retracement qui se fait, mais surtout un prix qui va aller chercher doucement cette zone ici, d'accord? Cette zone des 32-33, parce qu'on a un cluster de liquidité qui est normal, qui est un cluster des shorters qui se sont positionnés sur le retracement ici, et derrière un renforcement du biais positif, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a des positions qui sont en train de se construire, mais on n'a pas de levier. Donc c'est positif sur le long terme. Mais très bien, on pourrait très bien avoir, si ici on va travailler cette zone-là, et qu'on voit une augmentation de l'open interest comme ça, et qu'on passe la barre des 80-90K, bon bah là, là c'est un signal d'alarme, hein, là, et ça veut dire que potentiellement on va avoir un retracement fort, très très fort, pour aller chercher les liquidités basses. Et c'est un petit peu, moi, la schématique que j'ai en tête, c'est que potentiellement, on peut avoir une augmentation ici du prix qui peut être doux, et aller chercher cette zone-là, avoir derrière surveiller l'open interest, forcer les gens à aller en open interest en disant bon ok on est en train de faire un break of structure. Là il va y avoir un petit long squeeze, donc petite accélération, les gens vont rentrer avec du levier, et donc là derrière on va avoir une poussée et un retournement de situation avec justement une liquidation de cette zone-là. Voilà, c'est un petit peu l'idée qui a été fait, et je pense que c'est important de le noter parce que on a beaucoup de liquidités dans cette zone-là, donc à un moment donné, on risque d'avoir une mèche qui risque d'aller justement taper cette zone des 24, et après potentiellement repartir là-haut, c'est pas le souci. Mais voilà, on peut avoir un mouvement de prix très fort, donc il va falloir faire attention, notamment dans les positions qui sont ouvertes. On continue l'analyse avec tout simplement une zone un petit peu particulière, qui est cette zone qui est le graphique que je vous donne majoritairement avec les supports de Ichimoku, que ce soit support et résistance qui sont effectués. Alors on est toujours dans une trend baissière au niveau d'Ichimoku. On a ici un travail de support fort au niveau des Ichimoku. Donc ce qui est logique, c'est que si on casse ça, forcément on va avoir une descente. D'accord? Parce qu'on a les traders Ichimoku qui vont descendre. Et si jamais par contre on a une réaction haussière, on va voir les Ichimoku qui vont aller chercher le prochain target qui va être 33 000. Donc on se retrouve vraiment dans cette schématique là où globalement l'appel du 33 000 est quand même très fort. L'appel du 33 000 est quand même très fort, et il faut bien avoir notion que si jamais on casse cette zone là, bon bah là on risque d'aller chercher en effet avoir une mèche qui peut aller chercher ici cette zone des 24 000, donc qui est renforcée au niveau du volume, hein. Avant c'est totalement vide, en dessous c'est totalement vide, donc on risque d'aller chercher cette zone ici qui correspond encore une fois à un order block qui est effectué, à la zone que je vous ai donnée de prolongation. Donc on a quand même un appel de prix fort. Si vous commencez à me suivre, vous comprenez que plus on va avoir de concordance d'un élément, plus en fait on va avoir un renforcement du biais, et donc plus on a de probabilité qu'on y arrive à partir du moment où on a un renforcement qui est effectué. On va faire un petit point sur la totalité du market pour voir un petit peu où on en est. On a fait ici une petite mèche en dessous de ce niveau-là. On a tapé l'order block. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si on regarde l'impulsion baissière ici par rapport au retracement qui est effectué, du 1 pour 1, on nous amène à 600. Ok. Si on regarde un petit peu le retracement ici Fibonacci, on voit qu'on a travaillé ici au niveau de la mèche le 618. Par contre, on voit qu'on a une confirmation d'un niveau potentiel ici 786, 600. D'accord? Donc là, on a quand même deux choses. On a cette impulsion baissière qui nous dit que le 1 pour 1 se trouverait dans ce niveau-là, et que ce niveau-là correspond au 786, donc zone de retracement classique de Fibonacci. Donc on peut avoir un appel de prix dessus. Il faut faire attention, je pense qu'il y a assez peu de probabilité qu'on descende sur ce niveau-là, parce que ça voudrait dire qu'on ait une série d'acteurs qui périclitent. D'accord? Pour voir un écosystème
parce que là on est sur l'indice total boursier, hein, qu'on soit bien d'accord, donc ça représente la totalité des cryptos. Si on a quelque chose qui break comme ça voudrait dire que derrière on est vraiment une énorme cassure qui se met en place, cassure qui entraînerait justement la disparition d'un certain nombre d'acteurs pour avoir une capitalisation boursière générale des cryptos qui disparaissent, d'accord? Là, on a eu une énorme chute parce que on a quand même un acteur du top 10 qui, globalement, a quasiment disparu, ne représente quasiment plus rien. Donc forcément, il y a un impact très fort sur l'ensemble de l'écosystème, closure liquidation, etc., etc. Donc on a une fuite de liquidité aussi. Voilà. Est-ce qu'on va aller dedans? On n'a pas encore d'item. Là, on se dit, ok, on est en train de travailler aussi tout simplement la prolongation de 618, donc on est dans une zone importante. Par contre, si on la break, là, en effet, on pourrait dire que le prochain arrêt, c'est ici, donc il va falloir surveiller un petit peu ce qui va se passer par la suite. Alors, on va faire un petit point rapide Nasdaq, parce que pour nous donner le temps de monter ou de descendre, ça va être vraiment le Nasdaq qui va déterminer. Pour rappel, maintenant qu'on a l'UST qui a disparu, enfin en tout cas qui arrête de nous appuyer sur la tête, on peut respirer, mais il faut que maintenant le Nasdaq nous donne la possibilité de respirer. On est sur une grosse résistance, une grosse zone de consolidation prise sur la prise de liquidité que l'on a effectuée. La prochaine zone, le 118, se trouve à 11 382, donc ça fait quand même une belle chute que l'on pourrait avoir. Est-ce que cette chute va être en fin de semaine ou au début de semaine? C'est la grande question. Personnellement, j'aurais tendance à penser que là, on a encore une petite zone de consolidation à avoir, parce que on a encore de l'espace qui s'effectue au niveau de Ishimoku, donc on a quand même encore un petit peu de place qui peut s'effectuer. Pour avoir une consolidation, on va avoir une petite remontée qui peut être effectuée, mais ce qui est dérangeant, c'est qu'on a une ouverture qui est en train de se faire, enfin en tout cas une pré-ouverture qui est en train de se faire, qui est plutôt négative, alors que les marchés US sont fermés à l'heure actuelle. Donc normalement c'est l'inverse. Normalement on est censé avoir une bougie qui monte un petit peu, qui est plutôt positive, jusqu'à l'ouverture du marché US, où après on a la véritable ton qui est donné. Et là on a un ton qui est plutôt négatif. À voir justement, est-ce que ça va être confirmé par la suite. Je pense que l'ouverture de ce lundi va être déterminante pour la semaine et va nous donner le ton. Si on a une ouverture qui est très négative, je pense qu'une fin de semaine, on aura une consolidation qui sera effectuée, mais donc ça veut dire qu'on aura lundi, mardi, potentiellement mercredi, plutôt dans le rouge, et qui confirmerait aussi un travail du BTC sur les liquidités basses, où on pourrait avoir un lundi plutôt correct, donc oscillation correcte, donc quelque chose qui va se stabiliser ici dans cette zone-là, doucement, et derrière, le BTC qui va performer un petit peu pour monter à 33 000 et ensuite avoir une cassure. Là, on peut avoir ça, ou on pourrait avoir tout simplement ici une prise de liquidité forte, donc descente du Nasdaq, on appuie sur les cryptoactifs, et donc ça veut dire qu'on aurait une liquidation massive des 34 000, enfin des 24 000, pardon. Donc descente baissière, donc il va falloir faire attention sur l'ouverture US de cette semaine, surtout vu ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau des cryptos. On va réagir, je pense, très fort à ce qui va se passer. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.